Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du master spécialisé génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Donc j'espère que ce, ce master vous intéressera. En tout cas, c'est bien l'objet de cette présentation. Tout d'abord, un point sur les intervenants que vous verrez plus ou moins lors de ce webinaire. Je me présente, je suis David Crémieux, je travaille chez EDF et j'interviens aujourd'hui en tant que co-directeur du master spécialisé du génie civil énergie. euh, au Supélec, et Pierre-Alain Nazé prendra la parole après moi. C'est mon équivalent pour l'école des ponts, puisque le master est co-accrédité par les deux écoles. À l'organisation, vous ne le verrez pas, mais il y a Sofiane Agouram. Et vous voyez aussi Cynthia Bonnet, côté central Supélec, en conseillère formation. Et en fin d'intervention, vous aurez le témoignage de Grégoire Van Est, qui est de la promo 2017 et qui se présentera plus en détail tout à l'heure. Dans le contexte général, la question pourquoi vous pourriez être intéressé pour suivre ce master. Donc on commence par un zoom arrière, si on peut dire, sur le contexte dans lequel nous nous plaçons d'un point de vue général sur l'énergie. Vous, récemment, il y a quelques tensions sur l'énergie et donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours, que ce soit des rénovations pour des ouvrages produisant déjà de l'énergie ou pour de nouveaux euh, projets. Il y a beaucoup de décisions en cours et d'autres à venir. Et donc pour suivre et pour intensifier ce programme, il est nécessaire de développer le savoir-faire. Euh, je reviendrai un peu plus tard en détail sur les projets qui nous intéressent autour de nous. On a besoin de former des cadres de haut niveau. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise, mais on a besoin à différentes échelles, après capacité ou à l'international parce que on exporte notre savoir-faire et ça ne va pas s'arrêter demain parce que les besoins à l'international sont encore plus forts qu'en France. Et donc, notre objectif, c'est de former des gens qui puissent à la fois, ou progressivement dans leur carrière, plus exactement, euh, avoir des responsabilités de maître d'ouvrage dans les grands groupes énergétiques mondiaux, mais aussi en tant que maîtrise d'œuvre pour concevoir ces installations assez spécifiques, et puis en tant qu'entreprise pour construire ou même du bureau de contrôle. Donc c'est pour ça que Centrale Supélec et l'École des Ponts ont fondé il y a une quinzaine d'années ce master, et l'actualité nous montre que le besoin est toujours présent, sinon encore plus. Donc pour les projets de la filière pardon, énergétique française qui ne concernent pas que la France, euh, à court terme, dans les mois qui viennent, l'EPR de Flamanville devrait démarrer, en tout cas devrait être chargé dans les semaines qui viennent et le démarrage quelques mois plus tard. Euh, le chantier de Dinkley Point C commence à décroître d'un point de vue génie civil, mais il reste encore beaucoup d'activités, plusieurs milliers de personnes qui travaillent en génie civil sur le chantier. Et dans la foulée, sera décidé, normalement là aussi dans les mois qui viennent, et en tout cas vraisemblablement très peu après le démarrage de Flamanville 3, les deux EPR qui sont projetés sur le site de Sizewell. Et puis il y a deux projets qui sont étudiés par la filière nucléaire française en l'occurrence, que ce soit en Inde avec les 6 EPR prévus à Jaitapur ou en Europe de l'Est, en Pologne ou
en Slovaquie, en République tchèque. Il y a des projets qui sont à des degrés d'avancement divers, mais il y en a eu et il y en aura peut-être d'autres aux Émirats, enfin, dans la péninsule arabique. Et puis, au-delà de ces EPR, d'autres types de réacteurs qu'on appelle les EPR2, donc qui sont une évolution supplémentaire de ces EPR, sont prévus, sont sur le point d'être décidés en France avec un programme de 6 EPR2, 2 à Panly, 2 à Gravelines et 2 à Bugey. Donc, c'est des chantiers sur lesquels vous master, il est probable, je ne sais pas quelle proportion ce sera, mais je pense qu'on est de l'ordre de la moitié, que ce soit en travaillant pour EDF ou les bureaux d'études ou les entreprises qui les construiront, que vous travaillez sur des EPR2. Là, c'est tout le mal que je vous souhaite, si ça vous intéresse. Et puis, au-delà, il y a aussi le choix de développer des modèles de réacteurs plus petits, avec une paire de réacteurs qui soit construite en France. Et après, le but de ces réacteurs-là, ce sera de les exporter dans des pays qui n'ont pas forcément la structure de réseau énergétique, enfin de réseau électrique, pardon, capable de supporter des puissances comme on développe un EPR. Donc ça, c'était pour les nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui est un gros morceau de la main-d'œuvre de la filière énergétique, notamment pour les utiles. Mais il n'y a pas que ça. Pour les centrales existantes nucléaires, il y a d'importants travaux de rénovation ou de renforcement pour les monter au niveau de standards des nouveaux réacteurs, donc ce qu'on appelle le programme grand carénage. À l'aval du cycle, il y a aussi de nouvelles installations qui vont être nécessaires justement puisqu'on développe de nouveaux réacteurs. Bah, il faut aussi que la chaîne en amont et en aval du cycle nucléaire soit au niveau, et donc de nouvelles installations pour la fabrication, mais aussi l'entreposage, le retraitement et le stockage des combustibles usés et des autres déchets, enfin, et des déchets. Et au-delà du nucléaire, même si là aussi c'est une grosse partie des employeurs de nos de- des élèves qui sortent diplômés du master, il y a aussi de nouveaux ouvrages hydroélectriques, quelques adaptations en France, des rénovations d'installations existantes, et notamment leur mutation en STEP, station de transfert d'énergie par pompage, ce qui permet de mieux moduler et quelque part de stocker de l'énergie. Et après, la filière hydraulique française exporte beaucoup. Il y a un chantier en cours avec EDF qui est en fin de, enfin, qui est en mise en eau et en essai à Nachtigal au Cameroun. Et il y a un deuxième ouvrage qui est prévu au Cameroun également. Et il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous. Et puis, la filière énergie renouvelable, notamment en termes d'offshore, se développe beaucoup en France. On vient de fêter le premier anniversaire du premier parc de Saint-Nazaire. Euh, et donc, il y en a beaucoup d'autres qui sont en prévision ou de développement de nouvelles énergies, notamment hydrauliques, avec les hydroliennes dans les cours d'eau le long des courants océaniques. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qui vous intéresse aujourd'hui, le master génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, nos objectifs à la fin de ce master, c'est de connaître plus en détail les ouvrages de production d'énergie ou de stockage dont je viens de vous parler très très rapidement, de maîtriser leur cycle de vie, puisqu'il y a des activités qui sont très différentes entre la conception d'origine, la construction, les évolutions qui peuvent être nécessaires en cours de vie de l'ouvrage, et puis leur traitement en fin de vie, qui est une activité en soi, quelle que soit la nature de l'énergie qu'on produit, à la fin, on se doit de rendre l'emprise à d'autres finalités ou à une même finalité, mais à de nouveaux ouvrages.
Vous serez aussi en capacité d'évaluer les impacts de ces ouvrages et les risques associés, notamment environnementaux. Alors, il n'y a pas, c'est pas le cœur du sujet pour le master, mais c'est important de savoir dans quel monde, si on peut dire, on évolue, notamment pour ces aspects-là, puisque on est de plus en plus observé là-dessus pour ne pas dégrader l'environnement. Donc tout ça, c'est relativement théorique, si on peut dire, sur les ouvrages et leur interaction. Mais à l'intérieur de ces projets, il y a de nombreuses interactions aussi entre les différents types de personnes qui sont impliquées. Donc il y a une vraie activité de pilotage de ces projets qui fédèrent des milliers de personnes et qui en plus sont extrêmement complexes techniquement et donc on ne peut pas gérer un projet très technique comme on pourrait manager d'autres projets potentiellement plus simples. Donc en suivant les différentes étapes du cycle de vie dont je parlais tout à l'heure, le pilotage est aussi différent. Dans les derniers objectifs qui ne sont pas moins importants, du fait notamment des impacts que peuvent avoir nos ouvrages sur l'environnement, il y a beaucoup de contraintes réglementaires et législatives même. Donc, il faut en être conscient. Et donc, vous serez aussi formé un petit peu là-dessus. Et puis, donc ça, c'est pour la fin de votre formation. Et après, c'est évidemment de trouver un emploi dans le métier et d'avoir les cartes en main par votre formation pour pouvoir évoluer vers d'autres postes avec plus de responsabilités, que ce soit technique ou que ce soit plus dans les projets dont on vient de parler. Et donc, au-delà de la capacité d'atteindre tous les objectifs dont je viens de parler, vous, votre, enfin, votre scolarité au sein de ce master vous permettra en plus d'étudier dans deux grandes écoles de référence en génie civil et pas seulement, et donc d'accéder à tous les réseaux qui sont derrière avec l'École nationale des ponts et chaussées et l'École centrale du Supélec. Vous aurez accès à une équipe pédagogique euh, qui est un mélange relativement bien équilibré entre des scientifiques universitaires qui maîtrisent leur métier et la science qui est derrière, si je peux dire, de façon très très pointue, et puis d'autres qui viennent du milieu professionnel, notamment des entreprises partenaires, et qui, là aussi, sont évidemment très professionnels dans leur domaine, mais avec une application, avec une connaissance plus appliquée que peut-être que les universitaires. En tout cas, ça fait un équilibre. Et puis, donc, vous aurez aussi un accès privilégié aux quatre partenaires du master, que sont EDF, donc producteur d'électricité, et entreprise de construction, et Egis et Tractebel, qui sont là en tant que bureau d'études de conception des ouvrages. Et puis, vous bénéficierez aussi de visites de chantier et de rencontres avec les professionnels, que ce soit lors des visites et lors des échanges avec les partenaires. Voilà pour les premières généralités. Je laisse la parole à Pierre-Alain pour le programme plus détaillé de ce master. Merci David. Bien, en deux mots, oui, pour me présenter, donc Pierre-Alain Nazé, j'ai travaillé 15 ans à EDF et aujourd'hui je dirige une entreprise d'ingénieurs conseil qui travaille pour l'essentiel sur les grands ouvrages pour l'énergie. Je suis donc l'homologue de David pour les ponts et on va rapidement vous parler du programme. Alors, ce programme, il a pour objet de répondre à l'importante perspective
de construire des ouvrages énergétiques en France et à l'étranger, ainsi que de renouveler les compétences chez les entreprises du secteur qui demandent en effet des cadres de haut niveau et des ingénieurs qui ont une compréhension de la complexité des ouvrages énergétiques, qui ont quelques spécificités et c'est celles-ci sur lesquelles on insiste au cours de la formation. Et donc l'objectif de ce master est de transmettre aux ingénieurs les connaissances spécifiques nécessaires à la conception, à la réalisation, mais aussi à la maintenance et au démantèlement des ouvrages à des fins électrogènes pour l'essentiel. Et la formation s'adresse à des jeunes diplômés, bien entendu. Elle est très élitiste et vous avez le meilleur des enseignements, des ponts et de centrales pour répondre à ces objectifs. Alors on y trouve, si on détaille le programme, mais sans, sans non plus être trop précis, un module sur l'environnement énergie qui vous donne les bases de réflexion pour vous positionner sur les enjeux de société, mais sans idéologie. On y développe les grands enjeux liés au secteur de l'énergie et à la politique euh, euh, pluriannuelle, à la programmation pluriannuelle de l'énergie en France. Ensuite, vous avez un certain nombre de modules qui ont trait à la conception générale des ouvrages, en passant par donc les grands ouvrages, mais les risques associés à ces ouvrages, puisque vous avez les mêmes bases que pour tous les grands ouvrages, que ce soit les ponts, les immeubles de grande hauteur, euh, auxquels s'ajoutent des risques particuliers liés au fait qu'on manipule de l'énergie. Et ça veut dire on- 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 on y parcourt des états limites ultimes accidentels assez singuliers pour lesquels euh, les ouvrages à concevoir doivent être dimensionnés. Euh, il y a un module euh, très approfondi sur la géotechnique, bien évidemment un module sur les procédés généraux de construction et on insiste lourdement sur la modélisation du comportement des matériaux. D'abord, pas que dans la conception générale, mais vous aurez des cours sur les lois de comportement des matériaux, essentiellement le béton et l'acier, mais aussi les ouvrages organiques, les matériaux organiques. Euh, Vous avez un cours, un module spécifique pour l'adéquation entre les enjeux et le choix des matériaux. Voilà, et dans les calculs de structure, on manipule et la connaissance que vous avez des matériaux. Également, pour le vieillissement des ouvrages, on insiste beaucoup sur la durabilité et les pathologies liées aux matériaux qui sont utilisés pour construire les grands ouvrages pour l'énergie. Il y a un module assez particulier et très puissant sur la dynamique des structures, et sur la dynamique des ouvrages énergétiques, parce que ça occupe une grande place et c'est assez structurant pour le dimensionnement de ces ouvrages. Ça inclut euh, des, des actions accidentelles dont je parlais tout à l'heure, qui sont le séisme, mais aussi les chutes de charges, les explosions, les chutes d'avions. Donc vous avez de la dynamique lente et de la dynamique plus rapide ou très rapide en fonction des accidents auxquels il faut faire face. Il y a tout un module qui traite des ouvrages énergétiques où on décrit les barrages, on décrit les centrales nucléaires, on décrit les structures offshore avec les enjeux associés. Et sur le transparent d'après, si on veut bien le passer, je pense que c'est David qui passe les slides. Merci. Voilà. Vous aurez des cours de calcul aux éléments finis. Ça n'empêche pas de connaître tous les calculs manuels qui doivent être maîtrisés en amont. Et il y a, lors des semaines d'ouverture, des rappels qui sont faits, des rappels très intensifs qui sont faits sur le calcul des structures, à la fois la RDM et la mécanique des milieux continus. N'empêche que, comme ces grands ouvrages font l'objet de modélisation très détaillées, vous avez des cours sur le calcul des structures par élément fini, sur la modélisation des certitudes et la fiabilité des structures. Euh, on introduit le sujet du BIM, de la modélisation 3D et des plans d'exécution, même si ce master n'est pas destiné à devenir, à faire de vous des experts en BIM. Euh, Ensuite, il y a tout un chapitre qui est dédié à la durée de vie et à la maintenance des ouvrages énergétiques pour appréhender
le sujet des ouvrages énergétiques dans tout leur cycle de vie. On parle aussi bien du vieillissement que d'analyse du cycle de vie et de la maintenance des ouvrages énergétiques, qui constitue aussi un enjeu important pour la rentabilité d'entreprises et d'exploitants qui doivent maintenir leurs actifs. Enfin, comme ces grands ouvrages sont des ouvrages très exceptionnels qui s'appuient sur des compétences en management de projet qui sont tout aussi exceptionnelles, il y a une introduction au management de projet. Évidemment, quand vous êtes diplômé de ce master, vous ne pouvez pas prétendre à être directeur de projet en sortant, ni même 2 ans, ni même 3 ans, ni même 5 ans après. Pour être clair, il s'agit de très grands projets, de projets très structurants pour la nation. Et les chefs de projet dans les structures qui vous accueillent, ça peut être EDF, ça peut être Orano, le CEA pour les exploitants, mais ça peut être les ingénieries également, sont des ingénieurs très expérimentés qui ont une carrière derrière eux. Mais vous êtes supposé embrasser ces carrières en sortant de ce master. Donc patience, vous serez chef de projet, mais si vous y consacrez quelques décennies de votre vie. Enfin, il y a des visites qui sont organisées tout au long de l'année, 2, 3 visites, et puis également un voyage de fin d'études. Et tout ce programme se conclut par une thèse professionnelle en entreprise. Et alors sur le transparent d'après, vous voyez que on a sur les 3 quarts de l'année, donc 600 heures de cours, c'est très intense. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un petit job à côté, on ne peut pas faire ça à mi-temps, c'est vraiment du plein temps. Ça vous occupe du matin au soir et un petit peu les nuits quand on doit y travailler, parce que c'est un master très sélectif. On retient moins de 20% des candidats qui s'intéressent à ce master. Ça fait une vingtaine d'étudiants, on n'en veut pas plus parce qu'on veut rester élitiste. Et euh, vous avez à la suite des 9 mois de cours environ 6 mois en entreprise pour faire une thèse professionnelle. Évidemment, à l'issue de cette formation, tout le monde trouve un emploi, en général en CDI. Beaucoup vont vers l'ingénierie, quelques-uns, environ 20%, se dirigent aussi vers les entreprises de construction. Avec la multiplication des chantiers, peut-être que ce sera plus dans les prochaines années. Voilà, petit tropisme récemment de nos partenaires pour réorienter vers des recrutements français dans ce master qui est très international. Et donc, on gardera une composante internationale significative, mais pour les Français qui candidatent, il y a quelques facilités aujourd'hui à trouver des débouchés. Enfin, il y a un petit voyage d'études qui plaît beaucoup aux étudiants quand on peut l'organiser. Bon, on l'organise chaque année, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. On y visite des centrales nucléaires, on y visite des barrages, on peut y visiter des éoliennes, ça dépend où on se trouve. Dans notre base de données, on a soit des voyages d'études, ça dure une semaine, qui se font dans la région Rhône-Alpes et on peut descendre jusque dans le sud de la France. Mais on a aussi le choix, la France est vaste, d'aller en Normandie. C'est ce qu'on fait cette année, par exemple, pour aller visiter euh, l'Andra, donc dans le Cotentin, également Flamanville, dans le Cotentin, en remontant plus haut dans la Normandie, on peut aller voir Panly. On peut aussi aller voir des chantiers et des éoliennes, des chantiers d'éoliennes au Havre. Alors, voilà, quelques barrages au passage, des retenues et des usines marémotrices. Je pense que c'est l'usine de la Rance qu'on voit en bas. Je suis pas certain, mais ça doit être ça. Euh, Unique en Europe. Voilà ce qu'on peut visiter. Et c'est toujours très apprécié des étudiants et ça achève le programme de formation théorique avant de laisser partir tous les étudiants en thèse professionnelle en entreprise. Voilà. Je pense que on a tout dit pour ce qui est du programme et maintenant je peux peut-être laisser la parole à Grégoire Vanest, qui est un de nos anciens étudiants, tout à fait brillant et qui peut nous faire part de son témoignage. Je vais couper mon micro. Voilà. Ton micro est coupé, Vous Grégoire, oui. m'entendez bien? Oui.
Oui, là c'est Ok, bon. donc bonjour à tous, merci Pierre-Alain et David. Voilà, donc moi Grégoire Van Est, je suis un ancien étudiant du master spécialisé GC GOE de la promotion 2017, ça remonte déjà un petit peu. Euh, je suis actuellement chez EDF et je travaille pour Advance en tant que responsable conception dans l'ingénierie du bâtiment réacteur. Je suis également aussi responsable technique d'un contrat d'études détaillé. Et j'ai auparavant effectué donc diverses missions au sein d'EDF et d'Advance dans la phase d'ingénierie, donc des projets qui ont été cités par David, notamment Flamanville 3 et HPC. Le master, donc ça remonte à 2017. J'ai vraiment apprécié ce master puisqu'il m'a apporté beaucoup de connaissances techniques sur la conception des grands ouvrages pour l'énergie, mais pas que. On a aussi des éléments sur le fonctionnement, l'exploitation, la construction. Et c'est des choses assez variées, donc qui m'ont apporté des réelles connaissances. J'ai vraiment aussi apprécié le fait que, ça a été dit, hein, le master est proche des industriels. Euh, j'ai de nombreux professeurs, enfin, j'ai eu de nombreux professeurs qui étaient ensuite des collègues et maintenant c'est même des partenaires. J'avais encore une réunion mardi avec certains d'entre eux, voilà. Donc on les voit quasiment toutes les semaines. Et ça, je pense, c'est une vraie chance pour notamment trouver dans un premier temps une thèse et dans un second temps un emploi. Et enfin, ce master, bah, ça a été un accélérateur de carrière, comme je l'indique, puisque sans celui-ci, moi qui avais un background plus généraliste, orienté génie civil, mais plus généraliste, j'aurais pas pu faire le ce master, c'est vraiment un tremplin et ça nous permet aussi de rencontrer pas mal d'autres étudiants qui, à terme, sont dans des entreprises euh, avec lesquelles on peut être amené à travailler. Voilà, donc j'ai de très bons retours et j'ai été très ravi de faire ce master. Voilà. Merci Grégoire. Merci. On t'entend pas, Cynthia? Je vois que tu as activé ton micro, mais il y a peut-être autre chose qui bloque, je sais pas. Non, toujours pas. Alors, pendant que Cynthia essaie de régler son problème, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions, si vous en avez. On les prendra bientôt. Alors, si Cynthia ne répare pas son micro, euh, on peut aussi vous Ouais. commenter la manière de postuler. C'est sur ce site. Vous postulez tout naturellement en remplissant un dossier plutôt simple. Et David et moi nous chargeons de faire passer les sessions d'entretien pour les dossiers qui sont retenus. Euh, il en reste 2 cette année, il y en a 4 par an, et vous pouvez sélectionner, vous pouvez candidater à tout moment. Voilà. Et donc, il y en a une qui est bientôt et pour laquelle vous devrez euh, candidater vite, mais il y en a une autre qui est en mai, donc vous avez un mois et demi pour candidater. Cynthia, je pense que on t'entend. En fait, non. Donc voilà, dernière minute de dossier 5 mai pour des entretiens le 17. Et voilà, c'était le dernier slide. Donc nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, si vous en avez, mais je n'en ai pas vu.
David, j'ai quelques questions qui sont affichées dans le chat. Pierre-Alain, Grégoire et Cynthia, si vous pouviez y répondre, ce serait génial. Première question, quelle est la particularité de ce programme par rapport aux autres formations en génie civil ou en énergie? Alors, pour moi, la particularité, c'est qu'il combine justement les deux métiers. C'est-à-dire, comme le disait Pierre-Alain tout à l'heure, les ouvrages de production d'électricité sont, du fait qu'ils contiennent beaucoup d'énergie, enfin, qu'ils contiennent des installations énergétiques, euh, sont soumis à des cas de charge très particuliers. Et donc, là, on apprend justement à gérer cette spécificité. C'est pas que un master de génie civil et c'est pas que un master d'énergie. C'est bien la conjonction des deux. Et à notre connaissance, mais on n'a pas la science infuse, c'est le seul qui combine les deux de cette façon. Et c'est vrai que les partenaires, en tout cas les grands donneurs d'ordre en France, au premier rang desquels EDF, mais pas que, ont créé ce master parce qu'il y avait un déficit dans les formations actuelles, trop généralistes, y compris quand on fait du génie civil. On ne connaît pas le référentiel qui est propre à ces ouvrages tout à fait exceptionnels. Donc, on étudie les ponts, on étudie quelques grands ouvrages, mais on ne maîtrise pas de manière professionnelle le référentiel de conception de ces grands ouvrages pour l'énergie. On ne maîtrise pas les enjeux liés aussi à la maintenance et au démantèlement de ces ouvrages. Donc, les grands donneurs d'ordre ont décidé de créer cette formation pour que les gens sortent plus opérationnels, gagnent du temps et puis accélèrent leur carrière. Donc, il y a ces spécificités-là. Vous y verrez tout ce qu'on fait en génie civil classiquement, plus toute l'originalité des ouvrages classés qui sont ceux qui manipulent de l'énergie et qui comportent des risques très singuliers. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, si vous voulez, de- d'ouvrages qui sont dimensionnés pour recevoir un avion qui s'écrase sur ses murs. C'est courant pour les centrales nucléaires et ça doit faire partie de la panoplie de ce qu'un ingénieur doit savoir faire s'il travaille pour ce type d'ouvrage. Super, merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le fil. Bonjour à tous. Quelles sont les chances de faire dans les travaux Alors, je reprends. Quelles sont les chances de faire dans les travaux à la sortie de ce master, puisqu'on a l'impression que ces derniers nous les est prédestinés plus aux études? Je, Oui, il y avait je, je re- 20% des gens qui vont en travaux à peu près. Il faut candidater, mais normalement, Eiffage est un partenaire historique, Bouygues souhaitait le devenir. Donc, il n'y a pas trop de difficultés pour être embauché dans les entreprises de travaux. D'ailleurs, dans les stages, c'est plus que 20% hein, dans les stages. Voilà, les gens qui font des stages restent souvent dans les entreprises si ça leur plaît. Euh, euh, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'il y avait peu de chantiers en France, mais il va y en avoir de plus en plus. Et donc, on aura de plus en plus de candidats qui vont se diriger dans les entreprises qui vont les absorber, hein. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20%. Je pense que demain, ce sera plus, hein. Donc, les entreprises, en tout cas, font leur marché et si vous souhaitez travailler en entreprise, il n'y a pas de problème après ce master. Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'intervenants d'ailleurs qui viennent d'entreprises de génie civil, de Bouygues et Mais d'Eiffage même et pour de Vinci. même côté entreprise, c'est intéressant quand on travaille en entreprise de bien comprendre la conception de ces ouvrages, quelles sont les marges de manœuvre que peut avoir l'entreprise par rapport aux règles de dimensionnement dont parlait Pierre-Alain, parce qu'il y a aussi des règles de construction qui sont pas plus simples que les règles de dimensionnement. Enfin, il faut respecter certaines choses en construction pour que les études soient valables. Et donc, on, enfin, le master prépare aussi bien à l'un qu'à l'autre. Effectivement, jusque-là, c'était surtout des gens qui étaient plutôt vers les bureaux d'études, mais c'est sûr qu'avec euh, tous les projets dont on a parlé tout à l'heure, il y en aura sûrement de plus en plus côté entreprise de construction.
Et les entreprises de construction nous confirment qu'ils auront besoin d'ingénieurs qualifiés, bien formés pour pouvoir construire en respectant les règles que leur donneront les maîtres d'ouvrage et l'autorité de sûreté nucléaire. Et pour compléter, oui, par rapport à mon expérience, on n'a pas que des cours de conception, hein, c'est génie civil, les grands ouvrages pour l'énergie, on a les cours de méthode de construction, on a des cours de ferraillage, et donc on a la panoplie complète si on veut, je pense, être en études ou en construction, et avec le plus que si on est en construction, on a bien vu comment c'est calculé et conçu, et on comprend les exigences de conception. Des fois, ça peut être pour des gens qui n'ont pas eu des cours de conception de ces grands ouvrages, quand ils sont côté constructeur, des fois ils peuvent se dire ah non mais c'est beaucoup trop ferraillé ou on pourrait simplifier, voilà. Ce master permet d'avoir cette vision aussi. Merci beaucoup. On a une autre question. Bonjour, je suis jeune ingénieur de génie civil camerounaise. S'il vous plaît, comment faire pour intégrer le master en tant qu'étudiante internationale étant encore au Cameroun? Alors, c'est le cas de nombreux, de nombreux candidats et candidates. Euh, pour moi, il faut s'inscrire sur le lien dont on vous a parlé. Et je crois qu'il y a un site France Accueil, hein, si je dis pas de bêtises, qui vous aide aussi dans les démarches pour cela. Cynthia, je vois que tu confirmes, mais je ne sais pas si tu peux prendre la parole, si ça marchera ou pas. Non, on t'entend pas. Bon, mais au moins Mince. tu confirmes, donc merci. Bonjour, c'est peut-être une impression, mais je vois que le programme déroulé est pauvre en hydraulique, ce qui est un peu étonnant, sachant qu'un barrage peut avoir un canal de transit de l'eau, donc prendre en compte les notions de calcul de section des canaux et l'étanchéité en fonction du débit. Est-ce que ces notions sont abordées lors de votre formation, pardon? Oui, vous avez raison, il y a un très gros module quand même sur les barrages. Donc, dispensé par quelqu'un enfin, le responsable de module est très expérimenté. Donc, dans le programme, ça paraît pas, mais si on remonte un peu, je suis pas certain que on les distinguait, mais le module sur les barrages est énorme, d'accord? Donc, il y a beaucoup de cours et on y fait beaucoup de choses, voilà. On y fait beaucoup de choses. Donc, il est très approfondi. Voilà. Si vous voulez, je peux vous donner le détail de ce module sur les barrages. Si ça intéresse certains, en off, c'est euh, c'est très détaillé. Voilà. Il y a beaucoup d'heures de cours et ça compte beaucoup pour les ECTS, pour ceux qui, voilà, ça a du poids dans les évaluations. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les compétences spécifiques que les étudiants développeront en suivant ce programme? Alors, je pense qu'on l'a dit, donc c'est des compétences. Alors, il y a ce qui n'est pas spécifique, donc les compétences communes pour savoir faire la conception, comprendre comment on construit, comment on conçoit, comment on calcule et comment on démantèle de très grands ouvrages. Il faut maîtriser l'ensemble du référentiel des hypothèses, les choix de méthode dont on parlait, les principes généraux de construction, les calculs de structure qui vont avec, maîtriser également la production de plans le même sujet concernant les projets de démantèlement. Donc, ça peut être commun à n'importe quel grand ouvrage. Alors, il ne s'agit pas d'un lotissement d'habitation, c'est pas du bâtiment, c'est vraiment du génie civil. Et puis, il y aura des compétences spécifiques liées à l'offshore, liées à l'hydraulique, liées au nucléaire, qui vont chercher des problématiques qui sont singulières pour ce type d'ouvrage et qui seront enseignées par les meilleurs professeurs. Donc, on parlait euh, juste à l'instant des sujets propres à la sécurité hydraulique des barrages. On peut parler des sujets de, de dimensions tout à fait hors normes des champs d'éoliennes. On peut parler des problèmes de sécurité et de cas de charge tout à fait exceptionnels pour les centrales nucléaires. Donc ça, ce sera spécifique à ce, à,
à ce master et on ne le retrouve pas ailleurs. Donc vous serez capable effectivement de faire du génie civil classique, de très grands ouvrages, même si ce n'est pas des ouvrages pour l'énergie, et vous aurez en plus cette spécificité qui consiste à aller chercher un référentiel très particulier qui se rapproche de celui des installations classées pour l'environnement, par exemple, voilà, mais qui se décline pour l'hydraulique, pour le nucléaire, pour l'éolien offshore au travers d'un référentiel qui lui est propre. Donc il y a bien la base des eurocodes pour ceux qui aiment ça, il y a bien la base des grands chantiers avec le management de projet de ceux qui savent tenir un chantier, mais il y a des spécificités pour les chantiers hydrauliques, des spécificités pour les chantiers nucléaires qui sont abordées et pareil en études. Super. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour y répondre dans le chat. Donc n'hésitez pas, on attend vos questions. On a une Je vois une... question qui... Ouais, Oui, vas-y. je crois qu'on vient de voir la même question. C'est ce master nous offre-t-il un large champ d'action plus poussé sur les calculs de ces ouvrages gigantesques, pardon. Oui, bah, c'est sûr que c'est bien un des buts principaux du master que d'apprendre à, à travailler, à calculer ces ouvrages gigantesques, si on peut dire, avec toute leur complexité, les cas de charge complexes dont on parlait à l'instant. Donc oui, ça permet d'appréhender, alors pas forcément tout seul et à la main, mais en tout cas d'appréhender le sujet pour dimensionner ces ouvrages. Tout à fait. Et c'est pas que du calcul non plus, il y a aussi plein d'autres aspects, comme on en a parlé, sur la réglementation, enfin les impacts sur l'environnement et les contraintes associées, ou le management de projet, ou la dynamique. Enfin, il y a beaucoup de sujets. C'est pas que du calcul, mais le calcul est très poussé. Alors, on nous demande s'il est possible de suivre ce master spécialisé en alternance. Alors, Alors, ce qui peut se faire, c'est en effet sur 2 ans, vous pouvez trouver une entreprise d'accueil et suivre une moitié des cours la première année, une autre moitié des cours la deuxième année, et être diplômé en 2 ans, au lieu d'être diplômé en un an. Et donc ça s'apparente à de l'alternance. Voilà, c'est possible. Il faut trouver une entreprise d'accueil. Il y en a. Euh, il y a quelques étudiants qui le font de temps en temps. Il y en a un cette année là qui le fait. Voilà. Alors, on a une dernière question, j'ai l'impression qu'il vient d'arriver. Quels sont les prérequis nécessaires pour ce master spécialisé? Dans notre formation ultérieure, par exemple, nous n'avons pas fait de cours approfondis sur le calcul dynamique et les centrales nucléaires. Ce dernier sera une grande nouvelle pour moi, par exemple. oui, c'est normal. Si je peux dire, ce dont on a besoin, c'est que vous ayez déjà fait des calculs de structure, que vous soyez à l'aise avec ça pour pas avoir besoin de le redécouvrir ou d'approfondir. Et le but du master, c'est justement de découvrir les spécificités des centrales nucléaires et donc, des calculs qui vont avec, mais pas que. Et par rapport à la dynamique, alors si vous en avez fait, c'est mieux, mais si vous en avez pas fait et que vous êtes à l'aise en calcul, il y a des cours là-dessus dès la semaine d'ouverture pour vous mettre à niveau. Il faudra travailler, mais c'est bien le but du master, gagner
en compétences sur ces domaines-là. Oui, il y a 2 semaines de remise à niveau, en début d'année, dans lesquelles vous abordez le béton, la dynamique des structures, la charpente métallique, la résistance des matériaux, pour être sûr qu'il y ait pas de soucis sur les matières, un peu théoriques. Il y a des gens qui veulent faire ce master pour aller sur les chantiers, mais il faut quand même qu'ils passent la barre, pour les disciplines théoriques. Donc on les aide avec, lors des semaines d'ouverture, une remise à niveau pour être sûr qu'il y ait pas de problème tout au long de l'année pour suivre ces disciplines qu'ils utiliseront moins dans leur carrière si on veut faire du chantier, mais qui sont bien, mais qu'il faut quand même avoir, quel que soit l'objet. Tous ceux qui veulent faire du chantier n'ont pas besoin de faire la dynamique des structures, évidemment. Mais il faut quand même obtenir une bonne note à l'examen. Donc, on les aide et il y a pas mal d'heures de cours lors des semaines d'ouverture, plus ensuite les enseignements classiques qui sont dispensés tout au long de l'année. Voilà, donc c'est à découvrir. Mais tout le monde y arrive, hein. Pas de... Et pour compléter peut-être un petit peu et ouais, même nuancer, moi j'avais une formation plus généraliste avec une petite composante génie civil plus orientée conduite de chantier, travaux. Donc j'avais vraiment via mon projet professionnel la volonté et le souhait de faire ce master. Donc les cours de remise à niveau m'ont un peu formé au début. Après j'ai dû un peu travailler par moi-même pour égaliser sur certains aspects. Mais finalement, ça peut se faire et ça dépend surtout in fine de votre motivation. Voilà. Donc je pense que tout est réalisable. Voilà. Une autre question. Bonjour madame, bonjour messieurs. La formation peut être totalement financée par un partenaire des écoles. Comment avez-vous procédé, monsieur Van Est, avec EDF? Merci d'avance. Euh, Alors effectivement, bon, peut-être il y a eu des mises à jour un peu plus récentes depuis 2016-2017. Je sais qu'il y avait des partenariats dédiés avec EDF ou plus globalement avec les entreprises qui fournissent des bourses et qui aident enfin, les différents intervenants. Je pense que oui, David, Pierre-Alain, je cru comprendre que c'était toujours le cas. Donc il y a effectivement des aides, enfin, c'est même le principe, la principale, enfin, une des principales missions, la façon pardon, dont les partenaires aident les étudiants, c'est en donnant des bourses. En pratique, ces bourses ne permettent pas de financer la totalité du, de la scolarité. Euh, ce qu'on dit habituellement, c'est que la moyenne, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est entre 500 et 1000 euros par étudiant. Euh, le grand maximum, ça va être autour de 2000, peut-être 2500 si vraiment les entreprises sont plus généreuses dans les années à venir, conscientes de tout ce qu'il va y avoir à suivre comme projet. Mais effectivement, au début du master, entre autres pour lancer le master, il y avait des bourses complètes, c'est-à-dire la scolarité était totalement prise en charge par un, une entreprise pour un élève. En pratique, le choix qui a été fait, c'était de dire plutôt que d'en sponsoriser un, les entreprises ont préféré en sponsoriser un peu moins, mais, euh, mais sur un plus grand, enfin, pardon, sponsoriser moins, mais un plus grand nombre. Alors, le master n'a pas totalement la main là-dessus, hein. Ce sont les entreprises qui font ce qu'elles veulent. Si une entreprise décide de financer les études d'un tel ou un tel, ils sont parfaitement, enfin, elles sont parfaitement libres. Il y avait plus cette pratique avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on favorise l'étalement des subsides qui viennent des partenaires sur l'ensemble de la promotion et on distingue quand même les meilleurs de la promotion des moins bons. C'est ce qui a lieu en ce moment, mais ça peut changer, hein. La règle du jeu nous est dictée par les partenaires, hein. C'est eux qui décident de faire ce qu'ils veulent de l'argent. Donc aujourd'hui, ce qui prévaut, si vous candidatez pour cette année, et sans doute pour l'année prochaine, ce sera encore le cas, il y a au moins en effet 1000 euros répartis sur l'ensemble des étudiants. Et ensuite, on majore cette somme en fonction de votre classement sur les notes du premier semestre. C'est la seule manière qu'on ait trouvé d'être extrêmement objectif sur le mérite. Et donc effectivement, il peut y avoir ça peut monter à 3000, 4000 euros
le major du premier semestre, peut-être même un petit peu plus, mais ça dépend des années, du nombre d'étudiants et quelles sont les bourses recueillies auprès des partenaires. Voilà, donc ça finance une partie des études, c'est une petite aide, mais pas l'ensemble. Mais les banques prêtent pour ce master, sans réserve. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois plus de questions arriver. Ah si, peut-être une dernière. Merci pour le webinaire. J'aimerais savoir si l'obtention des stages est gérée par l'établissement ou bien cela est à l'initiative de chacun des étudiants. C'est une bonne question. Concrètement, c'est à l'initiative des étudiants, parce que c'est l'étudiant qui est le mieux à même de savoir ce qu'il a envie de faire comme test professionnel. Concrètement, il y a deux aspects où le master vient aider. D'une part, avec les nombreux euh, professeurs dont on parlait tout à l'heure, qui proposent souvent eux-mêmes des stages, ou si c'est pas personnel, c'est dans l'entreprise. Donc ça fait une source de stage qui alimente la quasi-totalité des étudiants. Et le deuxième effet, si c'est nécessaire, enfin, pour les étudiants qui ont des difficultés à trouver des stages, là, nous allons nous mobiliser pour les aider si à un mois du stage, ils sont toujours rien. Mais Oui, alors c'est de plus en plus rare, tout le monde trouve très vite, allez, mais si vraiment vous ne trouvez pas, on vous aide et on trouve pour vous. Mais l'idéal, c'est que l'étudiant trouve ce qui lui plaît et en général, ça se fait assez rapidement. Il y a des journées partenaires qui sont organisées au cours desquelles les partenaires viennent quasiment recruter les stagiaires. Il y a en général plus de stages que d'étudiants et, euh, et tout le monde trouve assez vite via les contacts, via les professeurs. C'est très largement suffisant. Voilà. Mais s'il y avait un accident, si quelqu'un se retrouve sans rien, évidemment qu'on l'aide et on lui trouve un stage. C'est pas l'idéal, le mieux c'est que chacun se, se décide par lui-même en fonction de ce qu'il a envie de faire. Merci beaucoup. Là, je crois qu'on est vraiment arrivé au bout des questions. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot de clôture avant de terminer ce webinaire. alors, pour ma part, je dirais merci de votre attention tout d'abord. Je peux remettre pour finir le fait que vous avez encore un mois et demi jusqu'au 5 mai pour postuler pour la promotion 2024-2025. Et puis, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais vous avez pris des renseignements, c'est à peu près les mêmes dates tous les ans. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous. À bientôt. Pierre-Alain, tu veux conclure la conclusion? Oui, on peut dire deux mots. Il y a aujourd'hui un réel besoin qui émerge en France. Donc, il y a des enjeux qui existaient moins il y a 7 ou 8 ans et pourtant le master a donné de très très bons ingénieurs. Et d'ailleurs, Grégoire en est l'exemple. Mais il va falloir en recruter beaucoup compte tenu des enjeux pour équiper la France. Et il y a un grand défi qui est à relever là pour la nation. Euh, il va falloir reconstruire l'ensemble du parc, euh, euh, du parc nucléaire et du parc de production des grands ouvrages à des fins électrogènes. Ça, c'est un défi très important que la France s'est lancé dans les prochaines décennies et on a besoin de grands ingénieurs pour cela. Voilà. Ce master répond à ça. Et pour finir, moi, si je fais aussi ma petite touche personnelle sur la fin, allez-y, candidatez, ouais, justement. Ne vous inquiétez pas trop pour tout ce qui est thèse et compagnie. Comme vous l'avez dit, Pierre-Alain et David, dire les thèses arrivent rapidement, elles sont rapidement prises. Donc ça, c'est pas forcément une trop grande difficulté, surtout si on est motivé. Et puis, c'est des enseignements et des enseignants de grande qualité qui font, avec ces deux grandes écoles, qui font que vous allez trouver aussi un job assez facilement. Et moi, je retiens une bonne année là, du master avec des bons amis. Donc voilà, n'hésitez pas.
Puis de toute façon, il y aura les entretiens avec Pierre-Alain et David, et puis le coup près tombera. Mais voilà, candidater. Merci beaucoup. Nous allons conclure ce webinaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à contacter Cynthia Bonnet. Ses coordonnées vous seront transmises à l'issue de ce webinaire pour toute question concernant votre candidature ou des questions pratiques concernant le process du master spécialisé GCGOE. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir.